Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire Bretonne, la chaîne de Rubricaine Histoire Braise. Aujourd'hui, vous écoutez Dylan qui vous retrace l'histoire des chanoines de la cathédrale de Rennes au XVIIe siècle et de leur acharnement à faire régner l'ordre dans une église pas très disciplinée. Si on va aujourd'hui déambuler dans la cathédrale Saint-Pierre de Rennes, le calme et le silence règnent avec le bruit des pas des quelques visiteurs pour seul fond sonore. Maintenant, remontons le temps jusqu'au XVIIe siècle, celui de Louis XIV et de la Réforme catholique, nous aurons un paysage bien différent. À l'époque, la cathédrale gothique dominait encore la ville, les tours actuelles étaient encore en construction et ce n'est qu'au XIXe siècle que l'église prend sa forme actuelle. En entrant dans le cœur de l'église, ce dernier était alors en perpétuelle activité. Entre le peuple qui venait se recueillir dans les différentes chapelles, s'affairaient à côté des chapelains, des prieurs, des musiciens, des organistes et des enfants de chœur, pour donner les messes fondées par les riches familles pour leurs morts. Certaines messes sont alors célébrées à voix haute et d'autres à voix basse. Ce petit monde, qu'on appelle aussi bas-chœur, prépare également les heures dites canoniales, comme les vêpres et les matines. Tout ce personnel religieux et musical est régi par un corps d'élite, le chapitre cathédral, qui compose, lui, le haut chœur. D'une quinzaine de clercs, appelés chanoines, ce chapitre dirige d'une main de fer tout ce petit monde déjà cité. Au XVIIe siècle, le maître mot, c'est la discipline et la dignité du culte rendu à Dieu. On dit souvent que la cathédrale est l'église de l'évêque. En réalité, il doit souvent négocier avec son chapitre. Tu as parlé de réforme catholique et de chapitre. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail ce que c'est ? Alors pour bien comprendre ce qu'est un chapitre cathédral, il faut s'imaginer ce corps d'Ancien Régime comme une sorte de conseil d'administration, avec sa propre hiérarchie. Les dignitaires font office de vice-président, le chantre pour la musique et les cérémonies, les archidiacres pour les affaires de l'évêché, et tout en haut, le trésorier qui donne la marche à suivre à la compagnie. À côté, on retrouve les simples chanoines, avec des missions diverses et variées, dont certains sont spécialistes, comme les archivistes, et ceux chargés des procès en cours au Parlement ou au présidial. Donc un chapitre se compose de chanoines chargés d'administrer la cathédrale et de célébrer les offices. Ensuite, ce que l'on appelle la réforme catholique, ou dite tridentine, vient du Concile de Trente, qui s'est tenu de 1545 à 1563 en Italie, dans la ville de Trente justement. Ce dernier est à l'origine de changements profonds dans toutes les couches de la société catholique. Pour ce qui nous intéresse, ici le clergé, les évêques sont à l'initiative, et ensuite leur chapitre. Et justement, l'un des chevaux de bataille de cette réforme sont les comportements plus ou moins relâchés de certains religieux dans l'administration du culte. L'évêque donne la dynamique et la compagnie exécute. Et justement, tu aurais des exemples pour pouvoir mieux s'imaginer l'ambiance qui y régnait ? Pour le coup, la lecture des registres de délibération du chapitre nous permet d'y découvrir avec amusement l'indiscipline de plusieurs membres du bas-chœur, notamment celui d'un musicien, je cite « Messieurs du chapitre, pour la faute commise par l'organiste Jacques Dubois, d'avoir frappé chevillard un prêtre, lui ont ordonné de tenir 8 jours de prison, et jusqu'à s'être représenté devant l'évêque de Rennes ou son grand vicaire pour avoir l'absolution de l'excommunication qu'il encourt. » D'ailleurs, cet organisme fera l'objet de plusieurs tentatives du chapitre pour le mater. Le chapitre lui reproche ses absences répétées aux offices, et pour faire pénitence, on l'oblige à assister à la grande messe, les genoux à terre devant la statue de Moïse, aujourd'hui disparue. La sanction est financière, on lui retire ses gages du cœur, et aussi morale, au lieu d'assister à la messe depuis ses orgues, il est humilié et exposé à la vue de tous en pénitent. Dans d'autres cathédrales bretonnes, on retrouve des cas similaires, comme un prêtre trop porté sur la boisson, un autre qui chaparde de ses collègues parce qu'on lui a pris sa place dans les stalles du chœur, des bavadages intempestifs, somnolence pendant la messe. On peut aussi citer un archidiacre de Rennes qui a essayé de falsifier les registres d'appel. À Rennes, le chapitre doit aussi faire face aux prétentions de certains prieurs de la cathédrale, qui désirent être reconnus à l'égal des chanoines, tant au niveau du rang que de leur rémunération. Nous sommes à une époque où les préséances et privilèges ont leur importance. D'ailleurs, lors d'un procès, on peut lire dans ses archives, je cite de nouveau, « Cette affaire est un abîme de chicane, trop étendu pour l'épuiser dans les limites d'une déposition. Mais comme il n'est pas besoin de boire l'eau de la mer pour dire qu'elle est salée, l'on peut dire par échantillon que ce n'est pas de l'eau douce, mais des eaux de contradiction, lesquelles ont inondé depuis 10 ans l'église de Rennes par un débordement d'humeur ambitieuse qui a porté les 3 susdits prieurs au mépris des autels et du service de l'église. Le ton est donné.
Eh bien, ça ne rigole pas, on dirait. Mais plus sérieusement, quelle analyse peut-on tirer de ces cas particuliers? Alors en accumulant ces affaires qui secouent notre chapitre rennais, on y voit une double stratégie de la part des chanoines, pour faire rentrer dans le rang ces dépendants. D'un côté, la compagnie tente de réprimer les aimants les plus virulents au cas par cas, et d'un autre côté, il convoque régulièrement tout le personnel lors de réunions appelées chapitres généraux, où il est rappelé à tous les règles et devoirs de chacun. Il est demandé notamment de chanter plus juste lors des offices, pas de fausses notes, d'avoir une tenue décente, pas de trous dans les tuniques, de bien célébrer ses messes, pas de négligence, ainsi que d'être le plus présent possible aux heures canoniales. Pour mettre en œuvre cette réforme, le chapitre s'appuie sur le zèle de ses membres, désireux d'assurer la magnificence de l'office divin. Un chanoine député va prendre en main l'appel des offices, à la place justement d'un subalterne qui le faisait auparavant. De plus, ces chanoines vont compter sur des personnes de confiance, issues du backer, notamment avec le sous-chantre et le maître des cérémonies, qui sont les bras droits du grand chantre. Ils battent la mesure lors des chants, pour les choristes et musiciens en veillant à corriger les imperfections de chacun, pour la plus grande gloire de Dieu. Ce besoin d'intermédiaire rend plus facile la transmission des décisions du chapitre. C'est donc un habile mélange entre répression forte et discipline douce, mais certaine, pour construire la nouvelle liturgie voulue par le Concile de Trente. Si le chapitre peut châtier les réfractaires, il n'hésite pas non plus à récompenser ses serviteurs les plus fidèles et dévoués. Entrer au service d'une cathédrale, c'est la possibilité de gravir les échelons en devenant sous-chantre, sous-diacre, diacre, et envisager pourquoi pas une place de semi-prébandé. Un plafond de verre existe néanmoins. Si les semi-prébandés, sorte de demi-chanoines, font partie du haut chœur aux côtés des chanoines, il n'est pas possible de devenir chanoine par la suite, ces places-là étant réservées à l'élite urbaine. Donc on l'aura compris, le chapitre de Rennes prend à bras le corps les problèmes d'indiscipline au sein du chœur de la cathédrale. Si l'objectif premier est de rendre plus dignes les offices, il y a aussi un enjeu de réputation sociale. En effet, la compagnie est intégrée à la bonne société rennaise, avec les conseillers siégeant au Parlement, les échevins et syndics de l'hostel de ville, ainsi que les communautés religieuses comme l'abbaye de Saint-Melaine ou les Cordeliers. D'ailleurs, ces derniers entament aussi en interne un processus de réforme. Comme tu le dis, le chapitre n'est pas tout seul à essayer de se réformer. Donc, est-ce qu'il parvient à ses fins au final? Ce que traverse le chapitre de Rennes, on le retrouve dans l'ensemble des cathédrales françaises et bretonnes. D'ailleurs, c'est un travail de longue haleine qu'ont entrepris les corps religieux de Rennes. Pour notre chapitre, il ne faudra pas moins de 2 siècles pour parvenir à discipliner sa liturgie. À partir des années 1750, les effets se font sentir plus distinctement. Une majorité des officiers du backer ont la qualité de prêtres, de même pour les chanoines, avec une baisse significative des punitions. Le séminaire, création emblématique de la Réforme catholique, est un centre de formation pour les clercs et devient un passage obligé pour accéder à l'ordination et ainsi devenir prêtre. L'objectif étant de répondre aux règles et aux exigences fixées il y a près de 200 ans. Décennie après décennie, les chanoines les plus anciens ont toujours eu le souci de transmettre aux nouveaux arrivants les dossiers en cours, ainsi que de l'ordre à suivre, pour les siècles des siècles. Contrairement au siège épiscopal, celui d'un chanoine n'est jamais vacant. Ce corps d'Ancien Régime incarne donc la continuité des affaires, les évêques défilent, les chanoines demeurent, la réforme suit son cours. Merci de nous avoir écoutés. En attendant le prochain podcast, retrouvez tous nos articles sur notre site et notre page Facebook. N'oubliez pas de vous abonner et de partager si vous avez aimé, et on vous dit à bientôt!